Bonjour et bienvenue dans Droit de Cité. Mon invité du jour est le sénateur congolais Léonard Che Okitondou, ancien ministre des Affaires étrangères et actuel membre de la majorité présidentielle. Monsieur le sénateur, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans notre émission qui s'appelle Droit de Cité. Merci. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Moi j'ai une première question au poste et pourquoi vous n'avez toujours pas démissionné? Vous faites peut-être allusion au fait que, comme les élections provinciales n'ont pas eu lieu à la date prévue, le Sénat actuel continue à œuvrer. Mais là, je vous réponds en vous disant que nous continuons à fonctionner en tant que sénateur, tout simplement parce que notre Constitution dispose que le mandat du sénateur commence le jour de la validation du pouvoir et expire le jour de l'installation du nouveau Sénat. Ce qui n'a pas encore eu lieu pour l'instant, pour des raisons que vous savez. Il y a énormément de contraintes par rapport à l'organisation du troisième cycle électoral dans notre pays. Et c'est pour cette raison que nous continuons à prester en attendant que les élections provinciales aient lieu. Un peu comme ce que vient de dire la Cour constitutionnelle avec le président Joseph Kabila et la lecture qu'ils ont eue de l'article 70 de la Constitution. Non, ce n'est pas la lecture qu'a eue la Cour. La Cour n'a fait que dire ce que dit la Constitution. C'est cela. La Cour constitutionnelle est là pour déterminer la teneur exacte que le constituant a voulu conférer à une disposition claire de la Constitution. C'est cela. Mais pour mieux répondre, je vous dirais que si vous regardez bien la systématique de la Constitution congolaise, le constituant a tout fait pour qu'il n'y ait pas vide de pouvoir institutionnel dans notre pays, même s'il n'y a pas d'élection. C'est pour cette raison que vous nous voyez, nous, sénateurs, continuer à fonctionner comme les assemblées provinciales et bientôt les députés, tout comme le président de la République. Alors, concernant le président de la République particulièrement, parce qu'il y a cette question a soulevé beaucoup de problèmes dans notre pays, je dois vous dire que déjà avant même que la Cour ne se prononce, j'avais très bien dit que dans les règles d'interprétation que nous avons apprises en tant que juristes, lorsqu'une disposition est claire et limpide, elle ne s'interprète pas, elle s'applique. Mais puisque l'opposition a voulu donner à l'article 70 de la Constitution un contenu que le constituant n'a pas voulu lui conférer, à ce moment-là, il y a divergence sur le contenu de l'article 70, il fallait nécessairement saisir la Cour constitutionnelle qui est autorité habilitée constitutionnellement pour interpréter les dispositions constitutionnelles. Mais cette interprétation, monsieur le sénateur, a été encore une fois rejetée par l'opposition et l'opposition parle encore de l'article 64 et qu'ils utiliseront l'article 64 dans le cas où M. Joseph Kabila, l'actuel président du Congo, restera au pouvoir après le terme de son mandat. Je vous rappelle que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est inattaquable. Et ça, ce n'est pas l'opposition qui le dit, c'est la Constitution. Donc, en contestant la décision prise par la Cour constitutionnelle, on viole la Constitution. Donc, c'est plutôt nous qui devrions, en ce moment-là, user de l'article 64 contre l'opposition. Mais le fait de ne pas organiser des élections, le fait de ne pas organiser des élections, ne correspond pas non plus à une violation de la Constitution? Non, pas du tout. Mais écoutez, le pouvoir organisateur des élections de la Commission électorale nationale indépendante. Bon, à l'impossible d'une tenue. Si la Commission électorale indépendante est confrontée à certaines contraintes qui l'empêchent d'organiser des élections dans les délais constitutionnels, mais elle en tire les conséquences. En tout cas, c'est comme ça que la situation est vécue. Et puis, je vous rappelle que cet article... 64. Non, pas 64. Je crois que vous faites allusion à l'article 73 de la Constitution, qui dispose que l'élection présidentielle
est organisé 90 jours avant l'expiration du mandat présidentiel. Exactement. Puis, si les élections ne sont pas organisées, et c'est ça la question. Donc, si les élections ne sont pas organisées dans le délai constitutionnel, parce que certaines contraintes n'ont pas permis que ce scrutin se tienne, alors à partir de ce moment-là, c'est l'article 70 qui s'applique en ce qui concerne le président de la République. L'article 70 dispose que le chef de l'État en exercice, qui arrive au terme de son mandat, il reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Et là, c'est là justement le problème. Alors, si les élections, parce qu'on n'est pas encore là, si les élections ne sont pas organisées dans les délais constitutionnels, inévitablement, le chef de l'État actuel restera en fonction en attendant que le nouvel élu soit installé effectivement, et à partir de ce moment-là, il lui passe le flambeau. Mais là, monsieur le sénateur, et là, il faut bien préciser que le nouveau président ait été élu antérieurement à l'expiration du mandat du chef de l'État en exercice ou postérieurement à cette expiration. C'est comme ça qu'il faut bien entendre les choses. Mais la réponse, parce que là, je vous ai parlé de la réaction de l'opposition qui parle de l'article 64 et de vouloir aller jusqu'au bout, en allant même jusqu'à la présidence s'il le fallait, et la réponse de votre parti via le secrétaire général, M. Mova, pose problème. Ces propos paraissent menaçants, encore une fois. Non. Mais, quand l'opposition invoque l'article 64, pour vous c'est normal, mais quand la majorité invoque la même disposition contre ceux qui veulent déstabiliser des institutions démocratiquement installées, vous considérez que ce n'est pas normal. Non. Non, je ne veux pas dire que ce n'est pas normal, mais je dis que les propos paraissent menaçants. L'article 64 comporte deux alinéas. Le premier alinéa dispose que tout citoyen peut s'en prendre à toute personne qui veut se maintenir au pouvoir par la force. Ça, c'est le premier alinéa. Le second alinéa dispose que aussi toute personne qui veut déstabiliser des institutions qui sont démocratiquement installées, et à ce moment-là, il commet aussi une lourde infraction par rapport à la Constitution. Alors c'est ça. Alors le pouvoir actuel, il est constitutionnellement installé. Si vous voulez le déstabiliser, vous commettez une infraction conformément à l'article 64 de la Constitution. La majorité ne veut pas, ou n'a pas donné l'impression de vouloir se maintenir au pouvoir par la force. Non, comme je vous l'ai dit, si les élections ne sont pas organisées, la Constitution a tout prévu pour qu'il n'y ait pas vacance du pouvoir. Ok, on a bien compris. Alors, il y a 4 jours, on a fêté, le 17 mai dernier, en fait, on a fêté la libération. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle libération il s'agit? Ou le Congo a été libéré de qui, de quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Écoutez, que je sache, jusqu'en 1997, il y avait une dictature dans ce pays. C'est la dictature du président Mobutu. Bon. Alors, il y avait 2 luttes qui ont été menées pour renverser la dictature. Une lutte interne à travers l'opposition interne et une lutte externe, c'est l'opposition armée notamment de celle de Laurent Désiré Kabila, mais il y avait aussi d'autres opposants qui n'étaient pas armés, qui militaient aussi depuis l'extérieur. Bon. Un combat a été mené à l'intérieur, qui a mené jusqu'à la conférence nationale souveraine. On a même prévu une transition, mais finalement, tous les efforts, même malgré tous les gros efforts, et ça il faut quand même rendre hommage à ceux qui ont eu la bravoure de mener une lutte à l'interne, tous ces efforts se sont avérés vains puisqu'ils n'ont pas pu renverser la dictature du président Mobutu. Il a fallu effectivement que le président Kabila, avec l'appui de certains pays étrangers, puisse mener une action qui a donné l'estocade à la dictature. Donc, la dictature a été renversée, et c'est pour ça que le 17 mai 1997 est considéré comme
le jour de la libération de la République démocratique du Congo de la dictature. Alors, quel est l'héritage en fait de ce 17 mai 1997? Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut présenter ça, pardon, cet héritage qu'on pourrait espérer Le 17 mai a d'abord renversé la dictature. Ça, c'est la première chose. Oui. Et le 17 mai a préparé la démocratisation de notre pays. Et bon, cette démocratisation a été retardée à cause de la guerre d'agression. Mais quand la guerre d'agression est terminée, et qu'il y a eu le dialogue intercongolais à Sun City, qui a mené à l'accord global et inclusif, nous avons jeté les bases de la redémocratisation de notre pays en préparant d'abord la constitution de la transition et puis ensuite l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes qui ont culminé par l'installation d'un gouvernement démocratique en 2006. Et ça, vous le savez très bien. Donc voilà. Donc, si la démocratisation a eu lieu par l'installation de la nouvelle République en 2006, c'est grâce à l'action décisive qui a été menée le 17 mai 1997 par le rôle des territoires. Alors, parlons un peu plus du dialogue, parce qu'on sait que vous êtes un proche du président Joseph Kabila et que vous êtes même un de ses envoyés, puisque vous avez été à 3 reprises, je crois, voir le président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi. Et vous êtes alors donc l'homme qui compte à Kingakati. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le sénateur, si l'UDPS, à l'issue du dialogue, se verra obtenir des postes et revenir aux affaires? Ça, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas anticiper sur ce qui sera décidé lors du dialogue politique national inclusif. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dialogue va porter sur l'élaboration d'un processus électoral crédible, apaisé, inclusif et conforme aux standards internationaux. Mais vous avez négocié, vous avez parlé avec le président. On a négocié avec l'UDPS pour préparer le dialogue. Il ne faut pas confondre les choses. Avec certaines conditions. L'UDPS a sûrement émis des conditions. Nous avons engagé les pourparlers avec l'UDPS parce que l'UDPS était pour le dialogue en vue de préparer un processus électoral crédible. C'est pour ça qu'on avait entamé le pourparlers avec eux. Pour quelle raison? Parce que le dialogue doit être inclusif et que dans l'opposition, c'est la première formation politique d'abord de l'opposition, et puis en même temps, c'est la seule formation qui s'est prononcée ouvertement pour le dialogue. Donc, nous ne pouvions pas engager ce forum sans préparer les contours. Il ne fallait pas commencer à parler de la manière dont le dialogue sera organisé lorsque tout le monde se sera rencontré. Non, il fallait d'abord un document de travail. C'est pour cette raison qu'on a engagé de vous parler avec l'UDPS pour voir de quelle manière on peut organiser la tenue du dialogue pour la préparation du processus électoral. Donc, le dialogue a porté là-dessus. C'est pour ça qu'on a pris le contact avec le dialogue. Mais je ne peux pas aujourd'hui anticiper sur les résultats du dialogue. Il faut quand même attendre. Le dialogue, on comprend bien que vous n'allez pas nous répondre directement, mais alors le dialogue prend du retard et de l'autre côté, on a un opposant qui aujourd'hui fait beaucoup parler de lui, c'est l'ex-gouverneur, M. Moïse Katumbi. Aujourd'hui, M. Moïse Katumbi est poursuivi ou suspecté de recrutement de mercenaires étrangers et il est inculpé d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État congolais. Moi, je voudrais savoir, est-ce que ce n'est pas un peu une poursuite plutôt qui est politique que judiciaire? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'elle est politique plutôt que judiciaire? Moi, je fais confiance à la justice. Constitutionnellement, je vous rappelle, le BAA, la justice est indépendante. Alors, ce qu'il faut en cette matière, ce n'est pas le fait que l'intéressé soit poursuivi qui peut surprendre. Non. Ce qu'il faut. Ce qui surprend, c'est que l'intéressé se déclare candidat aux futures élections présidentielles, et il a au final une poursuite judiciaire et il a plusieurs rendez-vous devant la justice. Je vous rappelle qu'ici en France, il y a un prétendant
à la présidence de la République aussi, qui est confrontée à des ennuis judiciaires. Oui, mais les ennuis de Nicolas Sarkozy... ça c'est pour féliciter. Il y a des ennuis judiciaires, oui. Et puis son camp prétend que c'est le pouvoir en place qui essaie d'empêcher qu'un concurrent puisse prétendre à la magistrature. Et ce n'est pas le cas en RDC. Ça c'est n'importe quoi. Mais moi je vais vous dire que, en tout cas, moi je suis membre du bureau politique de la majorité bénéficiaire, il n'en est pas question. L'intéressé a commis certains faits qui sont répréhensibles. Il est poursuivi pour cette raison. C'est qu'il faut aussi faire en sorte que la procédure soit régulière, que le principe prévu pour un procès équitable soit garanti, et particulièrement le droit de la défense. Depuis que cette affaire a commencé, je pense que les principes régissant un état de droit dans le cadre de cette poursuite sont respectés. Je ne vois pas encore ce qu'il voulait. Donc il est intéressé à la possibilité de se défendre s'il estime que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas recevables. Et c'est tout. Si c'est le cas, il sera quitte. Si ce n'est pas le cas, la justice en tirera les conséquences. Donc moi, le fait d'être candidat à la présidence de la République ne vous dispense pas de répondre les actes que vous avez commis. Mais si ces actes sont répréhensibles. Mais monsieur le sénateur, est-ce qu'aujourd'hui le parcours d'un homme politique et surtout d'un opposant doit toujours connaître la case prison? Est-ce que c'est ça aujourd'hui la vie d'un opposant en RDC par exemple? Mais quel opposant est en prison? Il y a par exemple Diomi Ndongala, mais là aujourd'hui on parle de Moïse Katumbi. Est-ce que, et moi je parle même de votre philosophie, de votre vision. Moi je ne veux pas le citer parce que vous avez cité un nom. Oui. Est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous connaissez vraiment son dossier? La personne que vous citez là. Vous avez vraiment eu accès à son dossier? Non. Vous prétendez que c'était un prisonnier? Non, je n'ai pas eu accès. Non, j'ai dit que c'est un prisonnier. J'ai dit qu'il est en prison. Mais il est en prison pour quelle raison? Je n'ai pas parlé de la raison. Mais si vous ne savez pas la raison. Je vous ai juste posé la question. Mais non, je voulais savoir votre Mais moi, je ne suis pas. D'abord, je veux juste connaître, monsieur le sénateur, je veux juste connaître votre pensée concernant ces opposants qui, en général, connaissent au final la case prison. Mais là, quel opposant? Il faut que je vous pose la question. Quel opposant finit par la case prison? Je vous en ai cité un. Alors, vous avez cité un. Est-ce que je vous ai posé la question? Avez-vous eu accès à son dossier judiciaire? Son dossier judiciaire, je n'ai pas eu accès à son dossier judiciaire, monsieur le sénateur. Mais tout comme ses partisans, eux, dénoncent un emprisonnement politique, que c'est un dossier politique. Je ne défends pas la personne. Vous êtes dans un état de droit ici en France. Il y a beaucoup d'hommes politiques actuellement qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Oui. Il y a le maire de Meaux, il y a même mais ils n'ont pas connu la case prison. Non, mais ils ont été en justice. Oui, mais ils n'ont pas connu la case prison. Non, mais en RDC, on connaît par la case prison. On est en prison lorsque les faits sont justifiés. La détention préventive est prévue. Et puis, si vous êtes condamné, vous faites la prison. C'est tout à fait clair. Mais il semble qu'on dirait que le fameux poids mouche que vous avez, parce que vous avez qualifié M. Moïse Katumbi de poids mouche. Comme candidat à la présidence. Comme candidat à la présidence de la République, ce serait un poids mouche. Mais pourtant, ça semble quand même déranger la majorité de le voir candidat à la présidence. Parce que moi je suis de la majorité, je vous dis que c'était un poids mouche. Ça me dérange encore. Ça vous a... En tout cas, les propos tenus me paraissent virulents, il est attaqué partout de tous les côtés, vos communicateurs sont très très virulents. Est-ce que vous croyez qu'ils nous ménagent, les intéressés? Nous, quand nous répondons à des attaques qui sont formulées contre nous, c'est tout à fait normal. Bon, mais maintenant qu'il ait des problèmes judiciaires, ça ne nous regarde pas. Il a des problèmes judiciaires, il n'a qu'à régler son dossier judiciaire, tout ça. Ça, ce n'est pas notre problème. Alors, concernant la situation à l'est de la RDC, monsieur le sénateur, surtout des massacres quotidiens à Béni, vous avez déclaré dans une interview à Jeune Afrique, on demande trop à la RDC. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris cette phrase, on demande trop à la RDC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Non. Vous avez mal compris. J'ai bien dit, je n'ai pas compris. Je parlais de l'embargo dont nous faisons l'objet actuellement par rapport à l'achat du matériel militaire pour lutter contre les groupes armés qui menacent notre pays à l'Est et même aussi pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Je ne sais pas si vous savez,
nous sommes sous embargo, qui ne dit pas son nom, parce qu'on parle de code de bonne conduite. Alors, c'est pour ça que je disais, on demande tout à l'RDC, c'est-à-dire qu'on voudrait que la RDC lutte contre le groupe armé, mais on empêche la RDC de s'armer pour lutter, parce que nous faisons l'objet d'une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Et la guerre asymétrique, c'est comme vous venez de vivre ici en France. Elle n'est pas facile, mais ça pour lutter contre ces agresseurs. Donc c'est ce que j'ai dit. Et c'est pour ça en fait que dans le même interview, vous expliquez que si il était avéré que la RDC s'était fourni, il avait acheté des armes en Corée du Nord, serait un peu normal puisque la RDC vit l'embargo. La question m'a été posée selon laquelle actuellement, d'après certains groupes d'experts, on aurait découvert qu'il y a certaines armes RDC qui proviendraient. Moi j'ai dit, je n'ai pas d'informations. Ça normal. Je viens d'être informé, je n'ai pas d'informations là-dessus. Bon, tout ce que je sais, c'est que si ça s'avérait, moi je ne trouverais aucun inconvénient parce que nous avons besoin du matériel militaire pour défendre l'intégrité de notre pays et en même temps combattre les groupes armés qui sèment la désolation. Vous parlez des massacres. Des massacres qui sont commis par les groupes armés. Et nous sommes confrontés à une guerre asymétrique. Nous devons tout faire pour éradiquer ces groupes armés. C'est ça. Donc, nous sommes en légitime défense, on prend les armes où elles se trouvent. Donc s'il faut acheter en Corée du Nord, ça vous dérange pas? Je vous dis sincèrement que nous entretenons des relations diplomatiques de la Corée du Nord. Vous savez ça. Nous avons un ambassadeur qui fait ça. Et donc par conséquent, par rapport à ces relations diplomatiques, moi je trouve tout à fait normal. Mais pour l'instant, il y a des supputations, parce que finalement, vérification faite, ces armes n'existent pas. Et celui qui a vu ces armes, il faut qu'il l'apporte la preuve. Alors, monsieur le sénateur, est-ce que le PPRD, la majorité présidentielle, peuvent survivre à l'après Joseph Kabila? Est-ce que demain, on verra encore le mouvement PPRD exister après, par exemple, le départ de monsieur Kabila du pouvoir? Le PPRD, c'est une véritable institution, c'est un vrai parti politique. D'ailleurs, c'est le seul parti politique qui a été implanté dans tous les coins et recoins de la République démocratique. Un peu de même que l'UDPS. Non, pas du tout. Si vous regardez, celle de PPRD est installée dans tous les coins et recoins de la République. On a vu même au moment des élections, c'est le seul PPRD à présenter les candidats dans toute l'étendue de la République démocratique. Donc, est-ce que le PPRD va survivre au départ de M. Joseph Kabila? Un parti politique, la définition même d'un parti politique, c'est sa capacité à survivre à la disparition de son fondateur. C'est ça la définition d'un parti politique. Donc nous sommes un parti politique qui est aujourd'hui ancré dans le territoire de la République démocratique du Congo et durablement. Alors, la dernière question, elle est toute simple, monsieur le sénateur. Comment définiriez-vous le Congo aujourd'hui? Le Congo de 2016, comment le définiriez-vous? En quelques mots. Le Congo est un pays d'abord démocratique, c'est un état de droit, et le Congo prépare son entrée dans l'émergence, comme le prétendent beaucoup de pays actuellement en voie de développement. Et tous les efforts que nous faisons, c'est justement pour rendre notre pays attractif. Parce que vous savez que c'est un pays qui dispose d'énormément de ressources, énormément d'opportunités d'investissement. Malheureusement, nous-mêmes, nous ne pouvons pas exploiter ces différentes opportunités et nous sommes tributaires des capitaux extérieurs en quête d'opportunités d'investissement. C'est pour ça que nous devons tout faire pour rendre notre pays attractif aux investissements extérieurs, parce que c'est le seul moyen d'accroître la création de richesses, créer des emplois et en même temps améliorer le bien-être de la population. C'est ce travail, n'est-ce pas, que nous sommes en train de faire aujourd'hui sous l'égide du président de la République avec le Premier ministre aux manettes. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. C'était Droit de cité avec comme invité Léonard Tché Okitundu, sénateur de la République démocratique du Congo. Merci, chers internautes, d'avoir suivi Droit de cité. À bientôt.
Au revoir.